Ce n'est pas une coïncidence que, après plus de 30 ans de gauche au pouvoir, le Brésil ait assisté à une escalade de la violence liée à des factions criminelles, du jamais vu. Cependant, si auparavant, ou même plus récemment, sur le plan national, le chaos à Rio de Janeiro, qui s'est également aggravé, comme nous l'avons vu récemment lors de l'opération qui a entraîné la mort de centaines de narcotrafiquants. Les régions du Nord et du Nord-Est ont également pris ce triste rôle de premier plan, et très probablement dans une situation encore pire que celle de Rio de Janeiro. En particulier dans les États du Ceará et de Bahia, où il y a des signes que cette crise de la sécurité publique prend des proportions dangereuses. Des contours géographiques bien définis, avec des foyers régionaux de conflits intenses, au point de présenter des caractéristiques typiques d'un conflit interne de basse intensité, étant pratiquement déjà une sorte de guerre civile non déclarée. Pour contextualiser, j'ai énuméré quelques épisodes marquants de ces dernières années qui montrent l'offensive des factions et la réponse très faible de l'État. En 2019, on signalait déjà l'arrivée d'une vague d'attaques orchestrées, avec plus de 40 attentats dans 13 municipalités. En quelques jours, des bus et des bâtiments publics ont brûlé, des bandits ont même fait exploser un viaduc à la dynamite. Et une lettre laissée sur place avertissait que ce n'était qu'un avant-goût de ce qui arriverait si le gouvernement maintenait des mesures strictes dans les prisons. Le gouverneur a alors demandé le soutien fédéral, et des centaines d'agents de la force nationale et de l'armée ont été envoyés pour contenir la crise. Les attaques ont été une réaction unifiée des principales factions, Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital et la faction locale, Gardiens de l'État, contre la décision de ne pas séparer les détenus par faction et de durcir la discipline carcérale. En 2021, en Amazonie, le Comando Vermelho a attaqué simultanément Manaus et des villes voisines durant 8 heures de terreur, après la mort d'un de ses chefs. D'après la police, 21 véhicules ont brûlé, dont 14 but des voitures, des véhicules de police et une ambulance. Et plusieurs bâtiments publics ont été vandalisés. Des criminels ont érigé des barricades, bloqué des voies importantes et ont pratiquement assiégé Manaus pendant la nuit de ces jours-là. En 2023 au Rio Grande do Norte, une vague de violence sans précédent dans cet État a eu lieu en représailles à la tentative de l'État d'imposer des conditions plus strictes aux détenus. Pendant 10 jours, elles ont été rejetées. 298 attaques ont été recensées dans des dizaines de villes, dont 104 attentats rien que le premier jour, visant aussi bien des bâtiments publics que des véhicules gouvernementaux, des commerces et même des habitations. La même année, à Bahia, des bus ont été incendiés à Salvador. Ces attentats dans les zones urbaines de Salvador reflètent à la fois des conflits locaux liés au trafic et des actions de représailles contre les opérations policières dans l'intérieur de la Bahia. Des affrontements entre policiers, bandes rivales et entre ces bandes et la police ont entraîné la mort de dizaines de suspects. Ils ont incité le gouvernement à solliciter la force nationale pour certaines opérations. En 2025, au Ceará, déjà en crise auparavant, la situation s'est encore aggravée. Des villages, quartiers et districts ont été évacués en urgence sur ordre du crime organisé. Une fusillade dans une école à Sobral, dans l'intérieur du Ceará, a montré que même les enfants et les adolescents ne sont pas en sécurité. L'enquête a confirmé qu'il s'agissait d'une action coordonnée par des factions, le tireur ayant été arrêté et identifié comme membre du Primeiro Comando da Capital et avait pour cible un élève de 16 ans qui était lié au Comando Vermelho. Ces épisodes illustrent la rivalité du Primeiro Comando da Capital contre le Comando Vermelho. Auparavant limitée aux prisons et aux périphéries, elle envahit désormais ouvertement les espaces publics, augmentant la crainte d'une mexicanisation de certaines parties du Brésil. Si la situation de criminalité déchaînée, avec l'État expulsé de certaines parties de la ville, comme cela se produit à Rio de Janeiro, suscite des raisons de honte nationale. La situation dans le nord-est évolue vers un autre niveau de conflit urbain et rural, sans précédent récent dans l'histoire du Brésil, avec des factions se disputant des territoires comme des armées se rivalent, à un niveau d'organisation, de volume et d'agressivité bien supérieur à ce que nous avons vu à Rio de Janeiro et à São Paulo. Le père de la géopolitique, l'allemand Hatzel, citait l'État comme un organisme qui s'étend dans l'espace, où la frontière n'est qu'une pause dans la croissance. Il utilise le terme Lebensraum, l'espace vital, pour décrire la condition selon laquelle un peuple-nation a besoin d'espace pour survivre et croître.
Il valorise la dimension géographique comme facteur dans le développement politique des nations, et bien que Hatzel ne traite pas spécifiquement des guerres civiles, des mouvements séparatistes. Ces présupposés ont fini par impliquer que, si un organisme étatique perd sa cohésion, ou si des séparations se produisent, cela peut être interprété comme une rupture de la capacité existentielle de l'État. Pour lui, une politique étatique correcte consiste à éviter que les dissensions qui surviennent à l'intérieur d'une société ne se transforment en conflits géographisés. Cela signifie techniquement le risque d'une dissension interne où le conflit politico-social se manifeste par des rivalités de factions ou des luttes de pouvoir entre groupes. Comme fondement, il s'agit de l'aspect économique ou idéologique au sein d'un même État. Lorsqu'une dissension interne prend une forme territoriale, elle cesse d'être simplement un conflit politique et devient un conflit spatial. C'est la géographisation du conflit, lorsque la dissension s'ancre dans le sol, à la frontière, dans l'espace. Voici ce qui doit être clair. Cette vision de Hatzel s'est confirmée dans toutes les crises à travers le monde. Au cours des derniers siècles, toutes les crises qui ont pris des contours géographiques ont évolué en guerre civile. Cela n'est plus une simple crise, mais devient, en termes modernes, du séparatisme, une guerre civile territoriale, une sécession régionale ou une insurrection contrôlant un territoire. Parce que pour Hatzel, lorsque le conflit devient spatialisé, il ne s'agit plus seulement d'un problème politique, mais de la fragmentation de l'organisme étatique lui-même. Et l'organisme qui perd des parties de son corps est déjà au bord de la mort, luttant pour sa propre survie. Mais ce que nous voyons maintenant, c'est précisément cela. Une évolution de la géographie de la violence au Brésil et la concrétisation d'une crise auparavant plus diffuse, qui, je crois, est la première menace réellement concrète pour le tissu de la structure étatique du pays. Mais c'est important, très important. Malgré la lutte pour le contrôle des routes du trafic de drogue, ce qu'il faut comprendre, c'est que le trafic n'est aujourd'hui qu'une faible part des activités financières de ces organisations. C'est aussi pour ça que ça change toute l'équation jusqu'ici du pourquoi. On ne parle pas de crime organisé normal, entre guillemets, parce que ces organisations ont évolué vers, faites attention, la gestion administrative du territoire. Autrement dit, elles agissent en fait comme un État, un gouvernement parallèle, d'ailleurs dans de nombreux cas, un État autonome. Ils gagnent de l'argent grâce au commerce légal, à la gestion de la sécurité et aux impôts et taxes administratives. Ce qui peut sembler peu et qui est sous-estimé par les politiciens, les juges et les autres autorités. Cela démontre l'initiative d'aller au-delà du simple trafic de drogue pour acquérir une autonomie territoriale complète. Et comme dans le cas du Nord-Est, nous ne parlons pas seulement de favelas dispersées à travers la ville, mais aussi de villages, de quartiers, de villes et même de régions entières. Cela démontre que nous parlons d'une échelle territoriale bien plus grande. Nous avons donc la géographisation, la matérialisation du pouvoir qui s'oppose à l'État à un niveau réel, presque déjà comme quelque chose de formel. Nous parlons de quelque chose qui a déjà évolué. Du conflit pour le trafic de drogue vers la prise d'une position politique et d'un contrôle territorial absolu. Bien que le pays ait enregistré une légère baisse générale des homicides ces dernières années, le Nord-Est va à l'encontre de cette tendance. La région regroupe aujourd'hui près de la moitié des assassinats du pays. Pour la première fois depuis 2020, l'État de Rio de Janeiro ne figure plus parmi les 3 plus grands nombres absolus d'homicides. Une position désormais occupée par Bahia, Pernambuco ou Ceará, c'est-à-dire les 3 États les plus violents du Brésil. Aujourd'hui, ils sont dans le nord-est, dépassant largement des États beaucoup plus peuplés comme São Paulo et Minas Gerais. L'expansion et la fragmentation du crime organisé ont provoqué de nombreuses guerres comme un milieu de contrôle local. Dans les prisons du nord-est, 14 factions sont déjà actives, selon une enquête du ministère de la Justice. Ce paysage fragmenté alimente des rivalités constantes et complique le contrôle par les autorités. La Bahia illustre bien cette réalité, car c'est l'État qui compte aujourd'hui 5 des 10 villes ayant les taux d'homicide les plus élevés du pays. Des villes moyennes telles que Jiquié, Juazeiro, Camaçari, Simões Filho et Feira de Santana ont des taux de 70 à 80 assassinats pour 100 000 habitants, des niveaux supérieurs à ceux de certaines zones de guerre dans le monde. Selon les procureurs locaux,
Les conflits territoriaux entre factions sont le principal facteur derrière ces chiffres alarmants. Des groupes criminels locaux et des organisations nationales s'allient et s'opposent pour contrôler ces municipalités. La dynamique est fluide, avec des alliances qui se font et se défont, des sous-groupes qui émergent et la carte du crime dans les villes qui change très rapidement, au fur et à mesure que la faction A expulse la faction B ou vice-versa. Cette volatilité maintient les taux de violence élevés, avec des affrontements constants pour les points de vente de drogue et le contrôle des routes stratégiques. Le CRA a vu sa situation sécuritaire se détériorer drastiquement à partir du milieu des années 2010 avec l'arrivée et la formation de factions. Jusqu'alors, l'État ne possédait pas de factions locales structurées. L'expansion du Primeiro Comando da Capital et du Comando Vermelho dans le nord-est a favorisé l'émergence de groupes régionaux en 2016 après la rupture de leur alliance. La faction gardien de l'État est née à Fortaleza, fondée par des dissidents du Primeiro Comando da Capital et rapidement répandue dans les prisons et les périphéries du Ceará. Depuis lors, un jeu d'échecs complexe s'est établi, les gardiens de l'État s'alliant au Primeiro Comando da Capital. Pendant ce temps, le Comando Vermelho a cherché le soutien d'autres groupes, comme la Famille du Nord, qui est une faction de Manaus. Et ainsi, ils se disputent le contrôle du territoire cearense. Depuis, le Fortaleza et d'autres zones du Ceará vivent sous tension constante. Les quartiers périphériques de la capitale sont devenus des zones rouges, où le pouvoir public peine à intervenir, voire n'intervient pas. Des groupes armés imposent leurs règles. Et des centaines de familles ont dû quitter précipitamment leur maison à Fortaleza, sous escorte policière, après avoir été menacées et expulsées par des membres de factions. Ces cas d'expulsion forcée ont eu lieu dans le quartier de Boa Vista et dans d'autres communautés, là où des gangs liés au Comando Vermelho ont envahi des territoires auparavant contrôlés par des rivaux, comme la faction locale Massa Carceraria, et ont commencé à marquer leurs frontières invisibles. Les habitants ont été avertis que, supposément en raison de leur lien avec le groupe ennemi, ils devaient sans partir ou ils seraient sans en tués. Des policiers sans militaires ont signalé que ces expulsions avaient eu lieu presque chaque jour, dûant à la fois au Comando Vermelho et aux factions rivales présentes dans la capitale, la métropole et l'intérieur de l'État. Autrement dit, il n'est plus exagéré de dire que nous parlons véritablement du phénomène des réfugiés de guerre sur le territoire brésilien, un phénomène de déplacement normalement associé à des conflits armés et à des nettoyages ethniques. Mais maintenant, ici au Brésil. En Bahia, l'État le plus peuplé du nord-est, l'une des factions les plus violentes du pays est apparue ces dernières années. Le Bando do Maluco s'est étendu, dominant des zones de la capitale et de Bahia. Allié du Primeiro Comando da Capital et ennemi du Comando Vermelho, le groupe mène une guerre sanglante pour le contrôle du trafic dans l'État. Cette guerre oppose le Comando Vermelho, qui veut aussi s'installer en Bahia, à des sous-factions locales indépendantes. Et en Bahia, la lutte entre les factions a un important volet économique. L'État est devenu un axe logistique du trafic international de drogue. Les ports de Bahia et du littoral voisin, comme Natal au Rio Grande do Norte et Fortaleza au Ceará, ont commencé à être utilisés comme route d'exportation de cocaïne vers l'Europe et l'Afrique. En contournant la forte surveillance dans les ports du Sud-Est, cela a attiré la convoitise de l'Organisation du Sud-Est. Ces dernières années, le Primeiro Comando da Capital et le Comando Vermelho ont étendu leur franchise dans le nord-est en cooptant des gangs locaux ou en entrant en confrontation directe pour ces corridors lucratifs. Des sources policières indiquent que le Comando Vermelho a étendu ses territoires en Bahia et dans les États voisins, après avoir constaté que le Primeiro Comando da Capital était davantage concentré sur le commerce international, contrôlant des routes en Bolivie, au Paraguay et des expéditions transatlantiques, plutôt que sur la vente interne, ici dans le pays. Le Comando Vermelho a profité du retrait du Primeiro Comando da Capital du commerce national pour s'imposer agressivement dans les bastions du nord et du nord-est. Ce contexte très compétitif fait de la Bahia un baril de poudre. D'un côté, des factions locales, nées en réaction à l'invasion de factions extérieures, utilisent des méthodes de plus en plus violentes, y compris des attaques terroristes et des décapitations de rivaux filmés et diffusés sur les réseaux sociaux. Pour maintenir leur domination, de l'autre côté, le Primeiro Comando da Capital et le Comando Vermelho financent et fournissent des armes à leurs alliés, intensifiant ainsi leur puissance de feu. Ce sont déjà des signes rappelant des situations pré-insurrectionnelles.
Les exemples du Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Amazonas et d'autres régions du nord et nord-est montrent que la situation dépasse la criminalité ordinaire. Divers éléments typiques des conflits civils sont présents dans ces crises régionales, non seulement par le niveau d'organisation, le volume financier impliqué et le degré d'armement utilisé, mais surtout par l'objectif de déstabilisation de la politique de l'État. Si l'on ajoute la contrainte de géographisation imposée par la méthodologie géopolitique, on obtient la recette parfaite du désastre, qui est sommairement ignorée et sous-estimée comme étant encore une criminalité conventionnelle par les députés, les juges et les doutor et les autres autorités. Dans ce sens, on remarque la dangereuse domination territoriale et la création d'États parallèles, plus seulement dans les favelas marginalisées, mais aussi dans des quartiers et des villes entières. Comme cela s'est produit à Wiraponga, dans le Ceará, un district rural qui est devenu un territoire fantôme après que des gangs ont expulsé ses habitants. Dans ces endroits, les criminels instaurent des couvre-feux, expulsent les habitants indésirables, imposent des taxes et appliquent de leur propre justice. En marge de l'État, il existe une lutte évidente pour la gouvernance locale, rappelant des zones sous contrôle. Moins de milices d'immigrants comme à Rio de Janeiro, mais plutôt des guérillas ou des seigneurs de guerre. Comme je l'ai dit, l'augmentation des réfugiés internes et des déplacements forcés, due à l'intensification des guerres de factions, crée ces soi-disant déplacés urbains. Avec des centaines de familles qui ont dû abandonner leur maison à cause de la violence, ce qui n'est observé en de tels chiffres que lorsqu'on parle de guerre conventionnelle. Des factions utilisent des attentats terroristes pour exercer une pression. Avec des incendies coordonnés de dizaines de bus, l'utilisation d'explosifs avancés contre des installations publiques, des attaques simultanées en plusieurs points, tout cela pour semer la panique généralisée et défier l'autorité de l'État. Il y a une létalité et une brutalité élevées, ce qui fait que les affrontements armés entre factions atteignent des niveaux de létalité qui égalent, voire dépassent, ceux des guerres formelles. Le Brésil en 2017 a atteint 64 000 homicides, un chiffre supérieur à celui de nombreuses guerres civiles, principalement en raison du carnage dans le nord et le nord-est à cette période. Au-delà du nombre, la barbarie choque également. Nous voyons la découverte de prisons privées, de lieux de torture et d'abandon de corps, où les factions éliminent leurs rivaux. Des vidéos d'exécution sommaires circulent sur des applications, servant à effrayer les rivaux et à contrôler les communautés par la terreur. Cette cruauté systématique envers les civils et les ennemis est un autre parallèle avec les conflits civils de haute intensité. Son parallèle se fait avec ce que nous avons vu chez l'État islamique et Al-Qaïda en Syrie et en Irak. Plusieurs facteurs expliquent pourquoi cette crise a pris des contours géographiques au Brésil. Tout d'abord, la politique nationale en matière de drogue, axée uniquement sur la lutte armée contre le trafic et non sur la lutte contre la consommation, qui est le carburant de cette violence. Ce qui, ajouté au fait que le Brésil est une route du trafic international, apporte d'énormes volumes d'argent dans le pays. Et ce qui explique même le peu de volonté des autorités gouvernementales à agir réellement. Cela explique aussi comment un scénario s'est créé où de multiples factions se livrent une concurrence féroce pour un commerce illicite, extrêmement lucratif. Le Nord-Est, qui n'a jamais développé d'infrastructures adéquates ni d'éducation et qui a en plus remplacé le clientélisme historique des anciens colonels, a créé une population excessivement dépendante de l'État. Et il a fini par devenir une cible facile pour les factions du Sud-Est, qui ont étendu leurs opérations au Nord-Est, cooptant les gangs locaux pour agir désormais sous leur bannière, ce qui a alors généré ce choc d'influence. Bien que les chefs du trafic n'aient pas de motivations idéologiques explicites, ils exercent un pouvoir politique de fait dans leur zone, défiant le pacte fédératif et le monopole étatique de la force. Le risque à l'avenir est que cette géographisation de la crise s'accentue, c'est-à-dire que de grandes portions du territoire brésilien deviennent chroniquement instables et violentes. Ce qui va générer encore plus de réfugiés de guerre qui émigreront encore davantage vers les États du Sud et du Sud-Est déjà saturés. Un scénario désastreux, dangereusement similaire à ce que nous avons vu en Chine au XIXe siècle, le soi-disant siècle de la honte qui a été à l'origine de la chute de la dynastie Qin et de la fragmentation territoriale de l'Empire.
Et ce n'est qu'après plusieurs décennies de chaos que sont apparus, en fait, les premiers mouvements idéologiques. Et cela, encore une fois, est quelque chose d'ignoré et sous-estimé par les politiciens et les autorités qui insistent pour voir cela comme une simple violence organisée. Entre guillemets. Normal, pas un risque géopolitique. Et, en géopolitique, les risques géopolitiques sont ceux qui peuvent détruire l'État une bonne fois pour toutes. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez et, si vous aimez beaucoup la chaîne, Géopolitique mondiale, envisagez de devenir membre. En tant que membre, non seulement vous aurez un accès anticipé aux vidéos, mais vous aurez aussi accès aux vidéos exclusives réservées aux membres. Comme un cours de cyberintelligence que j'ai mis à disposition des membres, ou l'histoire géopolitique des États-Unis, ou l'histoire militaire de la Chine, et ainsi de suite. Et aussi, bien sûr, les lives exclusifs avec moi, en plus de garantir que la chaîne Géopolitique mondiale continue d'exister. Amitié et à la prochaine vidéo.